Samedi 22 juin 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, il est interdit d'utiliser des lasers sur des personnes et de faire exploser des pétards dans des rassemblements publics, ont déclaré les responsables des 3 entités des forces de l'ordre qui composent les Moreg, Analamang, quelques jours avant le 26 juin. Ils seront stricts avec ceux qui le font délibérément, en particulier le jour du 25 juin, durant les feux d'artifice la veille de la fête nationale. D'un côté, les médecins que nos journalistes ont interrogés ont déclaré que les rayons émis par le laser sont dangereux et peuvent même provoquer la cécité. Reportage. Les jouets ont envahi les étals des marchés à l'approche de la fête de l'indépendance. Outre les jouets, les lasers et les pétards sont également très appréciés. Selon les forces de l'ordre, l'utilisation de lasers et de pétards est interdite dans les manifestations publiques, surtout le 25 juin, date des tirs de feu d'artifice. Les médecins affirment que les lasers ont des effets néfastes sur les yeux et peuvent provoquer la cécité. Une fête de l'indépendance dans la joie et le calme, tel est le but. Les forces de l'ordre appellent ainsi la population à ne pas hésiter à les contacter en cas de non-respect des lois et non-respect des règles de la communauté afin qu'ils puissent prendre des mesures immédiates pour le bien commun. Et puisqu'on a parlé de célébration de la fête nationale, justement à l'occasion du retour de l'indépendance et du 64e anniversaire de cette indépendance, de la création des forces de l'ordre, l'État organise un spectacle évangélique. Et justement, il est rappelé que nous allons suivre en direct sur la télévision Viva demain, dimanche 23 juin, le spectacle évangélique à partir de 13h30, auquel assistera le président de la République, André Rajoelina. Et dans les actualités sociales, le ministre de la Justice a déclaré que les mineurs qui comparaissent devant le tribunal ne devraient pas être envoyés immédiatement en prison si d'autres mesures alternatives peuvent être prises. Le but est de protéger les intérêts de l'enfant en général. Cela a été convenu lors de l'atelier de célébration du mois de l'enfance qui a vu la participation des juges chargés des mineurs dans tout Madagascar. Reportage de Jessena Mireille et Yves Janel. Réduire le nombre de mineurs envoyés en prison, c'est ce qui signifie que la détention provisoire de mineurs ne devrait pas être appliquée. Si cela est encore possible, il faut éviter l'envoi des enfants en prison pour préserver leur intérêt en général. Il faudrait aussi accélérer les procédures judiciaires concernant les enfants de moins de 18 ans. L'application de la loi est la même dans toute la grande île, tant pour les mineurs ayant commis des délits que pour les mineurs victimes. 22 mineurs sur les 461 participants lors de la célébration du mois de l'enfance ont été lauréats du concours des droits de l'enfant organisé par le ministère de la Justice pour les enfants scolarisés dans les camps éducatifs d'Antananarivo. Des prix leur ont été remis lors de l'atelier clôturant la célébration du mois de l'enfance en compagnie des juges chargés des mineurs venus de tout Madagascar. Et la deuxième phase du projet Louaran ou du ministère des Affaires étrangères est actuellement mise en œuvre. Il s'agit d'un projet conçu pour les jeunes malgaches de la diaspora malagasy qui choisissent de venir à Madagascar comme volontaires pour aider leurs compatriotes. Les 10 jeunes volontaires du projet Louaran ont été présentés hier au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Reportage sur les images de Nzaran Jansu. C'est à Antananarivo, Mahadzang, Fenaransu et Tuliar qu'œuvreront comme volontaires ces jeunes. Ils aideront leurs compatriotes dans le développement des collectivités territoriales décentralisées. Ces jeunes malgaches viennent du monde entier et ont suivi une formation sur le volontariat durant 2 semaines. Ces jeunes ont choisi d'être volontaires par patriotisme. Ce programme de volontariat appelé Projet Louaran du ministère des Affaires étrangères entre dans sa deuxième phase cette année. Les jeunes volontaires seront répartis dans toute la grande île cette année si en 2019, ils n'étaient que dans la capitale. La ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agit d'un projet visant à faire contribuer les jeunes dans le développement du pays selon leurs domaines de compétences respectives. De plus, ce projet s'inscrit dans les 3 piliers de la politique générale de l'État et concerne les 2 piliers qui sont la promotion du capital humain mais aussi la promotion de l'industrialisation. Le volontariat qui dure 4 à 6 mois portera sur des secteurs d'activité tels que la santé, l'artisanat, l'éducation ou encore l'environnement.
L'OIM ou l'Organisation internationale pour les migrations, Volontariat France et l'AFD sont les partenaires chargés de la mise en œuvre du projet Loaran. Et le lancement officiel du projet Anjirimlam s'est tenu hier à Béchouk pour le renforcement d'une paix inclusive et durable dans les 4 régions du sud de la Grande Île, à savoir Yurumbe, Timotnanan, Anos et Anjoy. La coopération entre les Nations Unies et le gouvernement malgache a permis de concrétiser ce projet comme gage de sécurité et de développement. Reportage. Le gouvernement malgache et les Nations Unies ont travaillé ensemble pour développer une stratégie efficace visant à établir une paix durable dans les villages isolés autour de la chaîne de montagnes d'Anjirir. C'est ainsi qu'a été créé le projet Anjirir Milam, financé par le Fonds de stabilité financière des Nations Unies. Ce projet s'inscrit dans la politique pour rapprocher la population au gouvernement. Il y aura la construction d'infrastructures telles que des hôpitaux, des marchés, des salles de classe qui devraient répondre aux besoins de la population locale. Il y aura également la construction d'une route de Béchouk à Ivaon et Beaboub d'une longueur de 82 km. La mise en place du projet Anjirir Milam constitue un accomplissement des défis du président Anjradzuil dans l'instauration de la paix, permettant ainsi aux habitants de profiter du développement mis en place, a déclaré le gouverneur de la région d'Anossi. Les représentants des Nations Unies ont annoncé que la mise en place du projet Anjirir Milam avec le gouvernement malgache s'inscrit déjà dans leur programme. Notre prochaine promesse, c'est d'amener la paix et le développement socio-économique au sommet de la chaîne des montagnes de l'Andrie. Les 4 régions du sud, à savoir Yurumbe, Atimosnanan, Anos, Anjoy, qui comprennent 14 communes, seront les localités d'intervention du projet Anjirimlam pour une durée de 3 ans. Et dans les actualités économiques de ce soir, le taux de pression fiscale à Madagascar sera augmenté à 18% jusqu'en 2028 alors qu'il est de 12% actuellement. Pour atteindre cet objectif, la Direction générale des impôts ou DGI est ouverte à la coopération avec le secteur privé. Reportage de Sanjacina Mireille et Yves Janel. Le nombre total de contribuables à Madagascar en 2023 était de 1 750 000 selon les chiffres de la Direction générale des impôts ou DGI. Parmi ces contribuables, 800 sont de grandes entreprises ayant plus de 4 milliards d'arrières de chiffre d'affaires. L'objectif est de porter le taux d'imposition fiscale à Madagascar à 18% en 2028 s'il est de 12% actuellement. La DGI est ouverte à la coopération avec le secteur privé pour atteindre cet objectif. Dans la foulée, les connaissances de base en fiscalité des entreprises seront renforcées à travers des formations. Pour ce faire, un accord de coopération entre la DGI et le Fonds malgache de finances a été signé cette semaine. Et Madagascar a participé à un atelier sur la conservation et la gestion marine dans l'océan Indien à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Institut IHSM. Un atelier de 3 jours dans l'objectif de former et de partager les expériences à travers le projet Marcosio. Le ministre par intérim de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Finia Vravokac, est venu officiellement clôturer l'atelier hier. Reportage. L'objectif du projet Marcosio est d'utiliser l'imagerie satellite pour améliorer la gestion des ressources marines et informer sur les politiques grâce à des données précises et une analyse approfondie. Les participants partageaient leur expérience et discutaient de la meilleure façon de protéger et de gérer durablement la mer et les ressources marines à Madagascar pendant les 3 jours. Parmi les participants figure le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Institut halieutique et des sciences marines ou IHSM, affilié à l'Université de Toliara qui joue un rôle important dans la recherche et l'innovation dans les sciences de la mer et des ressources marines. Le ministre par intérim de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Finia Vravokac, a déclaré que la détermination de l'Afrique, y compris de Madagascar, à développer un avenir économique durable s'inscrit dans le cadre de la promotion économique et a mis l'accent sur le renforcement des capacités technologiques et scientifiques. L'atelier vise également à renforcer la coopération stratégique et l'introduction de la technologie avancée afin d'atteindre les objectifs majeurs définis en matière de protection du milieu marin et développement du transport maritime. Et dans la page culturelle de ce soir, il est important de maintenir le patrimoine culturel du pays. En effet, les compétences des responsables des musées de Madagascar ont été renforcées grâce à des formations dispensées par le ministère de la Communication et de la Culture en collaboration avec des partenaires. Reportage de Sanjacina Mireille et Nzaran Johnson.
L'entretien des patrimoines des musées consiste à protéger, partager et montrer le patrimoine culturel et historique en informant la société et les générations. Il existe plus de 50 musées publics et privés à Madagascar. Ces musées sont divisés en plusieurs branches. Les vêtements sont l'un des objets les plus exposés dans les musées. À titre d'exemple, le musée du Rouvre de Madagascar où sont exposés les vêtements des rois et reines qui se sont succédés durant la royauté, comme les vêtements de la princesse Ramasinjazan, la tante de la reine Ranaval III. Afin de mieux préserver ces patrimoines, un renforcement de connaissances des gestionnaires des musées malgaches a été effectué. Il convient de noter qu'il existe des conditions particulières pour ceux qui souhaitent construire un musée, notamment avoir une maison qui réponde aux normes d'accueil, des professionnels pour y travailler, entre autres. Le musée doit également disposer d'un lieu d'exposition, mais également d'information. Et dans les actualités internationales de ce soir, des frappes israéliennes près du bureau du comité international de la Croix-Rouge à Gaza ont fait hier soir plus de 20 morts et plusieurs dizaines de blessés selon l'organisation. Le ministère de la Santé du gouvernement de la bande de Gaza accuse Israël d'avoir ciblé les tentes des civils déplacés à Al-Wamassi. France 24. Ces Gazaouis en panique courent amener des blessés à l'hôpital de Khan Younes. Ce sont les victimes de frappes attribuées à Israël. Elles ont touché le bureau du comité international de la Croix-Rouge, près de la côte, dans le sud de la bande de Gaza. Ils ont tiré une bombe près de la Croix-Rouge, nous étions là-bas. Mon mari a couru voir ce qu'il se passait, ils ont tiré à nouveau. Il y a eu des blessés, j'ai essayé d'appeler mon mari, il n'a pas répondu. Il y a eu une frappe. Mes deux fils sont partis après avoir entendu les femmes et les enfants crier. Ils sont allés sauver les femmes et c'est alors qu'ils ont tiré le deuxième missile. Mes fils sont morts en martyrs. Ils ont frappé l'endroit 2 fois. L'attaque a tué au moins 25 personnes et en a blessé 50 autres, indique l'organisation. La frappe a endommagé la structure du bureau du comité international de la Croix-Rouge, qui est entouré de centaines de civils déplacés vivant dans des tentes, dont beaucoup de nos collègues palestiniens. De son côté, Israël affirme que l'incident est en cours d'examen. Selon les autorités, rien n'indique pour l'heure qu'une frappe ait été effectuée par l'armée israélienne. Et l'armée israélienne a indiqué aujourd'hui qu'un civil israélien a été tué après avoir été blessé par balle. Kalkilia en Cisjordanie a lancé une opération dans le secteur la veille, notamment hier, vendredi. Les autorités israéliennes et palestiniennes ont affirmé que 2 Palestiniens ont été tués à Kalkilia lors d'une opération israélienne. Les détails avec France 24. C'est dans la ville de Kalkilia en Cisjordanie. Ce matin, un Israélien de 60 ans a été tué par des hommes armés dont l'identité n'est pas révélée. Le corps de cet homme a été retrouvé avec des légumes qu'il aurait achetés dans la ville palestinienne selon les médias israéliens. Et une vidéo montre sa voiture incendiée. 24 heures plus tôt, une opération de l'armée israélienne dans cette ville de Kalkilia a tué 2 Palestiniens. C'est une opération menée par des soldats infiltrés déguisés en palestiniens. Donc, l'armée israélienne indique que les 2 Palestiniens tués étaient soupçonnés de préparer des attentats. Alors, à l'heure actuelle, rien ne permet d'établir un lien de causalité directe entre les 2 événements. Mais ce qui est certain, c'est que ces moustahibin en arabe, c'est-à-dire ces soldats infiltrés israéliens qui se déguisent en palestiniens, ils sont très craints dans les camps de réfugiés palestiniens. Et bien sûr, cela attise les suspicions sur toute personne étrangère dans ces camps de réfugiés. Or, la zone A, qui est donc c'est cette zone en Cisjordanie où il y a les camps de réfugiés, est strictement interdite aux civils israéliens. Elle l'était aussi avant la guerre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les civils palestiniens qui vivent dans ces camps de réfugiés, ils nous disent qu'ils ont la sensation de vivre dans de petites Gaza, que depuis le 7 octobre, les incursions de l'armée israélienne se sont largement multipliées, puisqu'en tout, ce sont 549 Palestiniens et 14 Israéliens qui ont été tués en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Et le football en Ukraine est étroitement lié à l'effort de guerre depuis 2014. À l'époque, les groupes de supporters, particulièrement à l'est du pays, ont adopté un ton pro-ukrainien affirmé et nombreux sont ceux qui ont rejoint les bataillons volontaires. Aujourd'hui, les fans et les joueurs restent très actifs dans les activités de levée de fonds pour soutenir l'armée et chaque victoire de l'équipe nationale est une source de joie et d'espoir pour eux. Reportage de France 24.
Quand les sirènes se taisent le temps d'une matinée, les enfants jouent au football devant le stade du Kharkiv métalliste. Le stade, qui a accueilli des matchs de l'Euro 2012, a fermé depuis l'invasion russe. Le club a été transféré à l'ouest de l'Ukraine. Oleksandr Goryaïnov, célèbre gardien devenu entraîneur, est de retour chez lui pour l'été et il nous fait visiter sa cave. Ça, c'était ma salle de sport et ma salle des trophées. Mais aujourd'hui, on dort ici car parfois il y a des bombardements. Avant, il y avait des maillots partout sur les murs. Ça faisait un petit peu musée. Goryaïnov a mis ses maillots et ses souvenirs aux enchères afin de lever des fonds pour l'armée. Ça, c'est quand j'ai été désigné homme du match Shakhtar métalliste. C'est sûr, c'est important pour moi, mais... Oh, le courant est revenu. Les coupures de courant sont fréquentes en Ukraine car la Russie pilonne le réseau électrique. Je disais... Oui, c'est important pour moi, mais... En fait, c'était important pour moi. Mais aujourd'hui, je pense que le foot et tout ce genre de choses, ça passe après les besoins de l'armée. Mais pour l'armée, le football reste très important. Nous avons rejoint ces soldats dans leurs locaux à l'extérieur du Kharkiv pour regarder le match Ukraine-Slovaquie. Lonia doit partir à la mi-temps pour prendre son tour de garde. 2-1 pour l'Ukraine. Les réactions des soldats sont plus mesurées qu'en temps de paix. Leur esprit est ailleurs, mais cette victoire leur fait du bien. Maintenant qu'on s'est bien remonté le moral, on y retourne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Il est à rappeler que nous allons suivre en direct sur la télévision Viva demain, dimanche 23 juin, le spectacle évangélique Antsapideran Awan Firenen à partir de 13h30 auquel le président de la République, Andrzej Rajoelina, assistera. Et sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à tous. Après ce journal en version française, vous allez suivre la demi-finale de l'émission C'est toi le chef. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.